Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous dédié à la politique d'appui des acteurs économiques dans la transition. Un programme interactif dans lequel vous, chers coworkers de cette salle, pourrez participer au même titre que nos zoomers qui nous suivent depuis leur ordinateur. La conférence du jour est animée par Charlotte Gully, animatrice du pôle économique circulaire de l'ADEME Martinique, anciennement agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et depuis environ 6 mois devenue l'agence de la transition écologique. Ses missions, coordonner, piloter et animer l'ensemble des politiques publiques en matière de transition énergétique et d'économie circulaire. Charlotte Gully, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci à Kaléidoscope pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous, les coworkers. Et puis en ligne, n'hésitez pas à poser les questions-réponses. J'y répondrai avec plaisir. Que ce soit ici dans la salle ou en ligne, y compris pendant que je parle, on répondra aux questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, je suis Charlotte Gully, l'animatrice du pôle économie circulaire, et je m'occupe plus particulièrement des thématiques d'alimentation durable, de consommation responsable, des politiques territoriales en matière d'économie circulaire aux côtés des collectivités, et puis à côté de ça, un autre sujet à part entière un peu spécifique, les sargasses, la valorisation des sargasses. Donc, avant de vous parler de l'appui que peut apporter l'ADEME à vous, porteurs de projets, et plus globalement à tous les acteurs de la transition, je vais revenir un petit peu sur la transition, les grands enjeux. Vous dire que la transition écologique, elle est au cœur des politiques actuelles, avec un corpus réglementaire qui s'est très récemment étoffé, avec la loi de transition énergétique, puis la loi contre le gaspillage et pour la croissance verte. Donc on a des grands rendez-vous, des grands objectifs à plusieurs horizons. En 2025, réduire de moitié par rapport à 2010 la part des déchets mis en décharge. Ça, c'est un objectif qui nous parle particulièrement ici. À l'horizon 2030, réduire de 40% la production, l'émission des gaz à effet de serre, réduire de moins 20% par rapport à 2012 la consommation d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables. Et enfin, un grand objectif à l'horizon 2050, ça paraît loin, mais quand on parle de développement industriel, de changement des comportements, etc., c'est pas si loin. C'est atteindre la neutralité carbone. Alors, comment ça se traduit ici en Martinique ? Je vous ai mis deux petites photos sur nos défis. Vous reconnaissez ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, voilà. La centrale de Bellefontaine, la centrale thermique d'EDF, et puis l'autre, le Grand Trou, c'est l'unité de stockage des déchets non dangereux qui est située pas très loin d'ici, à Petit-Galion, au Robert. Et donc, en Martinique, on a des enjeux, des enjeux énergétiques, des enjeux de réduction de la consommation d'énergie. Là, je vous ai mis ces petites informations pour vous dire que les entreprises, donc vous, entrepreneurs, vous avez vraiment votre rôle à jouer sur ces enjeux énergétiques, puisque 35% de l'électricité produite concerne 0,4% des clients, donc les entreprises, les collectivités et les industries. Donc certes, il y a les particuliers, il y a un gros effort à faire sur les particuliers, sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie au quotidien, mais il y a aussi un effort à faire du côté des entreprises. On a l'objectif, nous aussi on a des grands objectifs, l'objectif de l'autonomie énergétique de la Martinique à horizon 2030, avec passer d'un mode de production d'une électricité très carbonée, très émettrice de gaz à effet de serre, donc, qui utilise majoritairement du fioul, à des énergies renouvelables. Et donc là, ces dernières années, la part d'énergie renouvelable, elle augmente progressivement, boostée notamment par la biomasse, la centrale biomasse d'Albioma, le développement de l'éolien, tout récent, les éoliennes de Grand-Rivière, et puis le classique solaire thermique photovoltaïque, et un petit peu de biogaz. On a aussi des grands enjeux sur les déchets. On a un petit territoire. Les installations de stockage, ça consomme beaucoup de foncier, ça coûte très cher. On a un coût de traitement des déchets en Martinique qui est beaucoup plus élevé que les moyennes nationales.
L'incinération aussi, ça coûte très cher. Donc on ne peut pas se permettre de jeter, d'enfouir, d'incinérer et de reconstruire tous les 15 ans de nouvelles installations comme vous avez pu voir, dont vous avez pu voir la photo. Donc il faut vraiment réduire la production de déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, on le dit toujours. Réduire la production de déchets et augmenter la part de valorisation de ces déchets. On a des filières qui existent sur le territoire, mais malheureusement qui sont trop peu nombreuses parce que même si on en produit beaucoup, on a toujours un petit gisement faible quand on veut développer des filières locales de valorisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une certaine masse critique de déchets, de produits à traiter, à valoriser pour avoir des installations rentables. On l'a vu assez récemment avec la fermeture de Sidrep, qui était une unité de recyclage de plastique. C'était assez remarquable pour la Caraïbe d'avoir cette unité ici en Martinique, mais faute d'un gisement suffisant, donc faute aussi de tri suffisant, ils n'ont pas capté tout le plastique qui leur suffisait pour faire fonctionner leur usine et ils ont été contraints de fermer la porte. Alors bon, nous on ne désespère pas, il y a quand même des études en cours, il y a notamment l'AFD qui s'implique beaucoup sur le sujet pour voir si à l'échelle de la Caraïbe, il n'y a pas des choses à mettre en place pour améliorer ce traitement-là. Donc les filières locales de valorisation, il y en a quand même. Il y en a sur le verre. On fait du broyat de verre. Le verre, on l'utilise en sous-couche routière. On l'a un petit peu sur les textiles. On collecte des textiles dans les bornes. Il y en a certaines. Il y en a une part qui est triée ici et revendue dans des boutiques, les boutiques Foyal de la Cise. Donc on a quelques exemples de filières locales, mais principalement c'est une valorisation pour l'export. Et donc là, un petit chiffre assez parlant, c'est que le stockage, ça représente en Martinique 400 kilos de déchets par minute. Donc là, ça fait 10 minutes que je parle, il y a déjà 4 tonnes là, qui sont déversées dans le trou juste à côté. Voilà. Et un gisement quand même d'emploi en fait, à noter, c'est-à-dire qu'il y a un fort potentiel sur toutes ces activités de valorisation pour créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, mais encore, il faut innover, il faut trouver des dispositifs, des unités adaptées à la petite taille de notre gisement. Donc il y a encore plein d'enjeux, on pourrait discuter pendant 2 heures sur les enjeux de la transition écologique en Martinique. Il y a aussi réduire la vulnérabilité au changement climatique, développer l'économie circulaire, c'est un peu le principe de votre semaine, développer une alimentation saine, locale, durable. Il y a un grand défi qui chapeaute tout ça, c'est finalement aller vers plus de sobriété. Et c'est quelque chose qu'on prône beaucoup maintenant à l'ADEME, à l'agence. C'est il faut que, en tant que consommateur ou en tant qu'entreprise, il faut questionner ses besoins, se demander ça, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, de limiter mes impacts et de faire évoluer nos modes de vie pour aller vers de la sobriété énergétique, de la sobriété matérielle, réduire le gaspillage. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. On l'a vu un petit peu ces derniers temps avec le contexte sanitaire. On était un peu dans un contexte de sobriété contrainte. Donc là, l'idée, c'est maintenant d'aller vers une sobriété pleinement consciente, embrassée par l'ensemble de la population. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des petites questions, des petites réactions sur ces grands... Bonjour. Donc, il y a 2 choses sur lesquelles, sur laquelle je me gêne et puis une où on est plus sur du consensus. Moi, aujourd'hui, je sais que la biomasse, ce n'est vraiment pas la solution. Et il y a eu, et j'ai fait partie de ceux qui étaient contre l'installation de l'usine d'Albioma, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va exporter de la matière pour qu'il puisse brûler. Donc, on n'est pas du tout... Attendez, je continue, s'il vous plaît. Et puis, aujourd'hui, ce genre de grandes usines qui sont des becs de gaz, on aurait pu imaginer des structures beaucoup plus petites et beaucoup plus adaptées au territoire, surtout qu'elle est mal placée et que quand elle brûle, ça inonde les mini-particules, inonde toute l'île puisqu'on est au vent. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que véritablement on est dans une alternative? Parce qu'en réalité, on reproduit texto la même chose qui s'est toujours fait.
Déjà une première chose. La deuxième, c'est que quand on parle d'agriculture saine, aujourd'hui, il est vrai qu'il faudrait peut-être accompagner ceux qui font véritablement cette agriculture saine, c'est-à-dire les petits paysans qui, de façon générale, entre 2 hectares et 5 hectares de terre, donc c'est vraiment petit, et pourtant c'est peut-être encore eux qui fournissent les marchés dans des produits où on n'utilise pas du phytopharmaceutique. Et quand on voit qu'il y a certains maires qui jouent le jeu et qu'on casse leur délibération, donc ça signifie qu'en quelque part, ils ne sont pas non plus accompagnés et que l'État ne joue pas le jeu. Alors moi, je vais répondre sur Albioma. On ne va pas faire le débat d'Albioma aujourd'hui. Ça, c'est pas le but. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr qu'il y a des... Voilà, il y a des choses qui auraient pu être pensées autrement, on est d'accord là-dessus. Ensuite, au niveau... Moi, je vais parler du côté vraiment ADEME, où on regarde, on fait des bilans, on aime beaucoup les chiffres à l'ADEME. Au niveau environnemental, c'est quand même moins impactant d'importer ces plaquettes que d'importer du fuel, du pétrole. Voilà. Ça, c'est juste... c'est un fait. Ensuite, voilà, je ne vais pas ensuite m'étendre, ce n'est pas un débat sur la biomasse aujourd'hui. Voilà. Sur l'autre aspect, sur l'alimentation durable, on est tout à fait en phase, madame, c'est bien l'objectif d'avoir une transition de l'agriculture vers une agriculture plus proche, plus saine. L'ADEME accompagne, par exemple, vous faisiez référence à une commune dans votre intervention. Alors, il y a le volet politique, le volet juridique, avec ces arrêtés qui sont pris, qui sont cassés, mais il y a aussi le travail de terrain. Et donc, la commune du Prêcheur a engagé un programme alimentaire territorial sur lequel l'ADEME l'accompagne, avec une dizaine d'actions pour vraiment développer l'approvisionnement local au niveau du prêcheur, mettre en relation les consommateurs, les producteurs, avoir aussi des synergies entre, par exemple, il y a une cantine qui dessert un EHPAD et il y a une école qui était approvisionnée par comment on dit, une centrale de repas. Et donc, développer finalement l'alimentation des enfants via la cantine de l'EHPAD, enfin, des projets vraiment dans le sens d'une agriculture et d'une alimentation plus saine et plus locale. Attendez, je viens à vous pour que tout le monde vous entende. Je viens à vous. Aujourd'hui, c'est nous qui alimentons l'EHPAD en produits frais. Donc, ça signifie que l'inventaire des actions qui existent déjà, on ne nous a jamais interpellés. Et nous travaillons, alors l'association La Sotès, c'est un ensemble d'agriculteurs qui travaillent autour de la pratique des anciennes pratiques. Donc, tout ce qu'on livre à l'EHPAD, ce sont vraiment des produits que les anciens reconnaissent au goût. Donc, c'est super. Et justement, ça permettra aussi que les enfants en profitent. Je ne dis pas le contraire, mais ce que je dis, c'est que parfois, j'entends un certain nombre de choses qui existent déjà. Donc, ça signifie que l'inventaire préalable a-t-il été fait? C'est point d'interrogation. Ensuite, ça, c'est la démarche projet de la commune. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est le projet de la commune du Prêcheur. Moi, je ne peux pas répondre. Alors, j'aurais une question complémentaire. Vous parliez des différents dispositifs d'accompagnement qui existent. Est-ce qu'il y a de réels dispositifs d'accompagnement pour les entreprises, les porteurs de projets, pour consommer plus écolo ? Alors, c'est vraiment l'objet de ma présentation aujourd'hui. Là, c'était juste l'introduction, donc je vais continuer. Donc, tout d'abord, l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est un établissement public, donc l'Agence de la transition écologique. On n'est pas directement l'État. Voilà, on est sous tutelle de ministère, mais on a quand même une certaine indépendance par rapport à l'État. On n'est pas la DEAL, par exemple. Sur le volet réglementaire, on n'est pas compétent. Voilà, ça, sur le volet, tout ce qui est, si vous avez des questions sur la réglementation, c'est vraiment la DEAL, la DAF qu'il faut questionner. Nous, bien sûr, on a des connaissances sur la réglementation, c'est notre métier, mais sur des questions très spécifiques, on ne pourra pas vous répondre. Et donc, ensuite, sur les domaines d'intervention, on aura la petite vidéo qui vous présentera ça. On est 1000 personnes réparties sur l'Hexagone et les Outre-mer. On a 3 sites centraux avec vraiment des experts hyper pointus dans chacune des thématiques de l'agence. Et voilà, on a
donc 17 directions régionales. Et notre rôle, c'est de connaître, convaincre, conseiller et réaliser. Et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment tourné là-dessus. En Martinique, on est 11. Donc, monsieur Jean-François Moreau, qui est notre directeur, notre représentant local. Ensuite, il y a Lola, qui est notre chargée de communication formation. Karine et Daniel, qui sont nos gestionnaires, qui s'occupent de vous recevoir et de gérer les contrats d'aide. Et ensuite, au sein du pôle déchets économie circulaire, on est 4. Donc moi-même, Julie, qui s'occupe des entreprises et qui va être l'animatrice du plan de relance pour l'ADEME. Claire, qui, elle, est sur le traitement des déchets, donc tout l'aspect vraiment traitement en lien avec le syndicat de traitement, aussi le tri des déchets et le lien avec les REP. Et Jean-Yann Sinaman, qui, lui, est chargé de tout le sujet biodéchets. Et ensuite, on a un pôle de transition énergétique avec Paul, qui est chargé de la coordination et des énergies renouvelables. Annabelle sur les approches territoriales, notamment la mobilité, la vulnérabilité au changement climatique. Et Camille sur le bâtiment durable, qui part bientôt, qui va être remplacé prochainement. On a un site internet, ADEME Martinique, vous avez toutes nos coordonnées, mail et téléphone sur ce site internet. Et donc, je vais vous passer la petite vidéo pour vous présenter en 2 minutes nos thématiques d'intervention. Vous êtes une collectivité et vous voulez être un acteur de la transition écologique au plus près de vos administrés. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez améliorer votre compétitivité tout en réduisant votre impact environnemental. Et vous êtes une association et vous voulez améliorer le quotidien de vos concitoyens? Alors la direction régionale de l'ADEME en Martinique est votre interlocuteur. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Opérateur de l'État, sa mission est d'accélérer partout en France le passage vers une société solidaire, économe en ressources, plus sobre en carbone, respectueuse du vivant et des générations futures. En Martinique, nous mobilisons tous les acteurs qui composent le territoire et mettons à leur disposition une large palette d'interventions. La formation, la mise à disposition de bonnes pratiques et de retours d'expérience, l'accompagnement et le déploiement d'outils et de méthodes, des financements. En Martinique, l'ADEME est engagée au sein du programme territorial de maîtrise des déchets et du programme territorial de maîtrise de l'énergie. 2 démarches en partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique et l'État et dans le cadre du PTME, le SMEM et EDF. Voici quelques réalisations concrètes de l'ADEME et ses partenaires sur l'île. Le développement des énergies renouvelables dans l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique de l'île, des entreprises qui s'équipent d'outils de production moins énergivores, qui entrent dans une démarche d'économie circulaire, des collectivités qui mettent en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique, qui réduisent et valorisent les déchets et qui installent des bornes de recharge pour les véhicules électriques. L'épanouissement d'un tissu associatif riche d'éco-citoyens qui encourage les évolutions de pratiques et de comportements. Depuis 2015, la direction régionale de l'ADEME en Martinique a accompagné environ 500 projets et mobilisé 40 millions d'euros d'aide. Collectivités, entreprises, associations, vous aussi bénéficiez de programmes de formation, d'un accompagnement technique et financier. Rendez-vous sur le site internet de l'ADEME, agirpourlatransition.ademe.fr. Ensemble, rendons possible la transition écologique. Donc voilà, maintenant je vais détailler vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce que l'ADEME peut faire pour vous, porteurs de projets en Martinique? Et donc voilà, toute l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure est vraiment à votre disposition déjà pour vous conseiller. Moi j'ai beaucoup de porteurs de projets qui viennent, qui n'ont pas spécialement ficelé leur projet et qui viennent pour avoir des conseils, des contacts sur d'autres acteurs en Martinique, donc de la mise en relation, de la mise en réseau, mais aussi des contacts parfois au national, quand c'est quelque chose de très spécifique où moi je suis limitée en compétences. Par exemple, voilà, sur la méthanisation, c'est quelque chose d'assez spécifique, alors je vais aller questionner le national, les experts. La fourniture aussi de cahiers des charges,
de contact de bureau d'études quand vous avez un projet un peu plus ambitieux et qu'il y a besoin de faire un peu d'études sur ce projet. Donc on est vraiment là pour échanger, discuter. On a pas mal de documents qui sont déjà à disposition sur nos sites Optiged et puis sur la médiathèque de l'ADEME. Mais voilà, que vous soyez en phase de réflexion ou prêt à l'action, déjà engagé, prêt à aller plus loin, on peut vous recevoir. Je vais prendre quelques exemples de projets. Par exemple, l'Assise, l'association du SAMU social de Fort-de-France est venue me voir il y a 6 ans. Ils m'ont dit, on construit un centre de tri de textiles en Martinique, on a ce projet-là, voilà, on a fait le budget, on veut faire ça. On leur a dit, ok, c'est un super projet, mais là, de but en blanc, il va falloir peut-être travailler un peu plus le sujet pour être sûr et pas se planter sur le business plan. Ok, donc d'abord, on les a accompagnés par le biais du NED et puis aussi, voilà, en discutant techniquement, ils ont d'abord lancé des collectes événementielles pour voir un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de collecter, quel tonnage ils sont capables de collecter. Ensuite, ils ont en parallèle lancé une étude. Ils ont pris un prestataire. Donc là aussi, on les a aidés financièrement là-dessus. Ils ont pris un prestataire qui a travaillé le gisement. Donc sur la base des collectes, on a vu qu'il y avait une bonne adhésion de la population. Du coup, on peut partir sur tel gisement. Ça représente tel business plan. Au niveau du local, il vous faut une superficie de temps parce qu'il faut que vous puissiez trier tant de catégories, ça coûte tant. Enfin voilà, on a vu tout ça avec eux. En parallèle, on les a aussi accompagnés pour déployer le réseau de bornes sur le territoire et enfin équiper un centre de tri, alors pour le moment rudimentaire, on va dire, parce qu'il ne permet pas de trier tout le gisement martiniquais et parce que le projet, finalement, c'est un gros projet qui demande beaucoup de temps de maturation, de trouver vraiment le bon local. Et donc on a à ce stade avec eux, donc on est vraiment parti de le porteur de projet qui arrive avec son projet brut et dit je veux une aide là-dessus. Et finalement, on a retravaillé pour que derrière, ça ne se casse pas la figure. Ensuite, on peut avoir le contraire. On peut avoir le porteur de projet qui arrive, qui a mûri ça fait 2 ans qu'il travaille son business plan, qui fait faire des devis, etc. Et il a mûri, il nous présente un dossier avec tous ces éléments-là qui nous montrent qu'il a bien pensé son projet. Et OK, on peut le subventionner sur de l'investissement direct. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Sparrow Biker qui va faire de la réparation et du remploi de pièces de moto. Et donc là, on l'a soutenu parce que c'est quelque chose d'assez novateur. Ça n'existe pas ici en Martinique, ça n'existait quasiment pas au national. Donc là, on a dit OK, on vous suit, mais il nous a montré qu'il avait réfléchi son plan de financement. On a aussi des acteurs qui viennent nous voir, qui ont besoin de monter en compétences. Je vous le présenterai un peu après les formations. Mais par exemple, on a un agriculteur qui veut faire de la méthanisation depuis pas mal de temps. C'est un éleveur de porcs. On l'avait déjà accompagné il y a longtemps sur un petit investissement pour faire de la séparation de phase du lisier, pour faciliter derrière l'épandage, le traitement. Ensuite, il nous a dit c'est bien, mais j'aimerais bien produire de l'énergie, j'aimerais vraiment être acteur de la transition, j'aimerais produire de l'énergie. J'ai repéré la méthanisation, ça a l'air adapté à mon projet. Donc OK, donc là pareil, on lui a fait suivre une formation sur la méthanisation et on l'a accompagné. Il y a une AMO, donc vraiment un cabinet d'études qui n'est pas là juste pour gratter du papier, mais vraiment pour l'accompagner pas à pas dans ses démarches. Et là aussi, on l'aide, on l'appuie sur cette prestation d'AMO. Et je pense que, sincèrement, il va arriver au bout de son projet, qui n'est pas évident parce que les projets de méthanisation, c'est des projets qui qui sont multi-acteurs, où il faut aller chercher des gisements à droite, à gauche. C'est une technique aussi qui est particulière, donc avec des aspects techniques très sensibles qu'il faut bien maîtriser si on veut avoir une rentabilité. Je vois qu'il y avait une petite question tout à l'heure, non ? Non, c'est bon. S'il y a des questions, vous me dites. Oui, je rappelle effectivement que vous, derrière votre ordinateur et vous, dans la salle, vous êtes invités à poser vos questions, si vous souhaitez plus de précision. Attends. J'ai une question par rapport aux fonds qui sont mis en jeu. Est-ce que c'est du FEDER, du FEADER, du FEAMP, enfin, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que je suis passée rapidement sur le budget de l'ADEME. Donc, on a un budget d'intervention. Ici, en Martinique, c'est autour, ça dépend des années, entre 8 millions et 15 millions d'euros. C'est le budget de l'ADEME, ça vient directement de l'État.
Auparavant, c'était la redevance sur les activités polluantes qui était versée à l'ADEME et qui abondait voilà, le budget de l'ADEME. Donc c'est vraiment un budget de l'ADEME. J'en parlerai un petit peu après, mais on peut avoir des complémentarités entre nos aides et d'autres aides. Donc le FEDER, le FEADER, etc., la CTM, on a des partenaires et on travaille avec eux là-dessus. Et donc on a aussi, donc on n'est pas seul sur le territoire, clairement. On est un acteur parmi les autres acteurs qui accompagnent la transition. Et on a des relais, en fait. On a des postes qu'on subventionne dans différentes structures pour aller faire un conseil un peu plus de proximité et un peu plus spécifique envers vous. Donc je vais en parler après, mais on a Sarah Jean-Baptiste Simone à la CCI, Sandra Marie-Claire à la CMA, qui sont vraiment là pour accompagner sur le volet de la transition énergétique et l'économie circulaire les entreprises. On a Ecomobile, qui porte un chargé de mission sur la réparation et qui donc fait des actions sur le développement de la réparation au niveau de la formation, la sensibilisation des collèges, des lycées, qui aussi est disponible si vous avez un projet sur la réparation, aussi sur le réemploi. Vous pouvez contacter Ecomobile et il vous assistera, il vous donnera des contacts, il vous aidera un peu dans votre démarche projet, puisque lui, il a mis en œuvre avec succès plusieurs projets dans ce domaine-là. Je pense à monsieur Jean-Philippe Marel. On a aussi Livia Flavien à Entreprise Environnement, qui, elle, est une chargée de mission sur le développement de l'écologie industrielle et territoriale. Là, on parle vraiment aux entreprises. Le principe de l'EIT, le petit nom de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de mettre en relation tout un panel d'entreprises qui vont ensuite pouvoir s'échanger de la matière, du savoir, et en gros40 en œuvre des synergies. Donc il y a eu un atelier il y a 1 an et demi, je pense, qui a rassemblé plus de 40 entreprises. Donc on a maintenant 50 entreprises dans la démarche d'EIT en Martinique. Et Livia sert à animer les échanges entre ces entreprises. On peut avoir, par exemple, un déchet d'enrobé pour une boîte de BTP qui va être réutilisé par une autre boîte de BTP. Et donc là, concrètement, on évite un déchet. Elle avait calculé l'an dernier, il y a eu plus de 100 tonnes de matières premières économisées grâce à cette opération. Et un peu plus 130 tonnes, je crois, de déchets évités grâce à cette opération. Et donc, elle est vraiment à votre disposition ensuite pour intégrer cette démarche et voir en quoi vous pouvez aussi contribuer à ces synergies. Il y a beaucoup d'associations de l'économie sociale et solidaire qui sont dans ce projet d'EIT et qui vont récupérer par exemple des palettes, des pots de peinture à moitié utilisés, qui ensuite vont s'en servir pour des jardins partagés, ce genre de choses. On a Ecodiam, c'est l'organisme de l'agriculture en charge du traitement des déchets d'agrofourniture. Donc là aussi, on a un chargé de mission, c'est très spécifique, c'est vraiment dédié au traitement des déchets des agriculteurs hors déchets organiques. Et donc, on a une chargée de mission qui est aussi en charge de développer des projets pour limiter la production de déchets dans le secteur agricole. Et enfin, la CACEM, qui porte un contrat d'objectifs déchets économie circulaire avec l'ADEME, qui a embauché 2 chargés de mission sur le développement de l'économie circulaire et qui donc travaille vraiment sur son territoire. Et donc, si vous êtes sur le territoire CACEM, il ne faut pas hésiter à les mobiliser. Et pour terminer sur ces relais, que ce soit la CCI ou la CMA, ils sont disponibles pour faire des diagnostics pour vous, des diagnostics flux. En général, c'est eau, énergie, déchets. Et si vous êtes un établissement de plus de 20 salariés, là, c'est la BPI qui prend le relais via le dispositif Diag Ecoflux. Donc, il y a un site internet sur Diag Ecoflux où vous pouvez inscrire votre entreprise. Donc là, c'est pour déjà les plus grosses. Et ensuite, il y a un bureau d'études qui est retenu localement, je crois que c'est OC2 Consultants, qui viendra vous faire le diagnostic et vous aider donc à mettre en place des actions. On a un exemple très concret. Avant, c'était une autre opération qui s'appelait TPE PME Gagnante, qu'on avait menée il y a quelques années en Martinique. On a Brioche Begin qui s'est inscrite dans cette opération. Ils ont eu un diagnostic sur l'ensemble de leur process.
Et ils ont établi un panel d'actions, par exemple, voilà, repérer les fuites d'air comprimé, mieux séparer les matières des déchets, carton, plastique, pour derrière mieux valoriser, avoir un meilleur taux de valorisation de ces déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire sur leur chaîne de production, mais aussi faire des dons aux associations. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret d'une entreprise qui à la base, c'est pas une entreprise, on va dire, qui porte un projet véritablement d'économie circulaire. C'est une entreprise qui a ses considérations d'industriel, mais qui du coup va améliorer ses process et y trouver de l'intérêt économique et puis aussi un intérêt écologique. Voilà. Est-ce que vous avez sur ces conseils, ces accompagnements des questions? Non, allez, je continue. Oui. J'arrive à vous, je viens à vous. Alors concrètement, il demande comment ça se passe concrètement. Ouais, sauf si ensuite il veut compléter, mais en fait concrètement, faut plutôt, c'est pas, on est 10, donc on n'est pas très nombreux, on est souvent overbooké, et donc faut nous envoyer plutôt un mail demandant un rendez-vous, un entretien téléphonique, ou nous appeler. Avec un peu de chance, on sera à notre bureau et pas en télétravail, mais voilà, il faut échanger plutôt par mail ou par téléphone, et ensuite, en général, on se rencontre, ou on vient sur site si vous avez voilà, un site à visiter. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas hésiter, on est assez accessible. Et parfois, on met un petit peu de temps à répondre, ça je l'avoue. Donc voilà, si on ne met pas 2 jours à vous répondre, il faut patienter un peu, mais on le fait. Alors, et je serai présente aussi cet après-midi, donc on pourra échanger aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un pourcentage fixe du montant des subventions? Alors, sur les subventions du projet, je vais parler subventions après, à la fin, pour être sûr que vous êtes bien attentifs jusqu'à la fin. Oui. Ouais, je vais détailler un peu, voilà, on parlera des sous à la fin. Et donc, une de nos missions, c'est aussi communiquer. Donc, on a pas mal de supports. On a le site mesdéchetsdentreprise.com. C'est un super site qui a été fait par la CCI avec notre soutien, qui vous dit, pour quel que soit votre déchet, votre secteur, où aller. Ça, c'est souvent des questions qu'on a. Voilà, on a aussi des petites plaquettes, par exemple. Est-ce que vous saviez que toutes les entreprises, elles ont l'obligation du tri 5 flux? Donc, tri, papier, carton. En général, ce n'est pas hyper su des entreprises, mais c'est réglementaire. Voilà, donc on a des petits supports de com sur le sujet. On a récemment édité un guide communiqué sur l'économie circulaire, un guide organisé mon événement éco-responsable aux Antilles-Guyane, puisqu'on avait pas mal de documentation nationale. Quand on veut faire un éco-événement sur Internet, on trouve plein de choses. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que oui, c'est possible ici, qu'il y en a qui le font, il y en a beaucoup qui le font, et de vous fournir aussi, à la fin, il y a un annuaire des prestataires qui peuvent être disponibles voilà, pour vos événements, des traiteurs, par exemple. Il y a aussi les coordonnées des communautés d'agglomération sur la gestion des déchets. Il y a des associations qui peuvent vous faire des animations, etc. Et si vous voulez être dans l'annuaire, dans le guide, c'est possible sur notre site internet. Il y a un endroit où s'inscrire, si vous considérez que vous pouvez aussi contribuer à la réalisation d'éco-événements. Il y a du mobilier, par exemple, du mobilier éco-conçu, des meubles un bar en palette, ce genre de choses. Souvent, on nous le demande parce qu'on a souvent des organisateurs d'événements qui ne sont pas du tout sensibilisés, qui viennent nous voir, qui nous demandent « mais comment je fais ?» Alors nous, on leur donne 2-3 mails, mais là, maintenant, on leur donne ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, il y a la formation, un objectif de vraiment faire monter en compétence les acteurs du territoire. Là, j'ai l'impression que ça vous concerne un peu moins aujourd'hui dans la salle, peut-être sur Internet, mais pour tout ce qui est industrie, il y a actuellement une formation en ligne, ProRefi, qui est la formation des référents énergie dans l'industrie. Il y a pas mal de sessions en ligne, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Sur la formation et plus globalement la mise en réseau, on organise aussi des rencontres régulièrement d'un réseau prévention des déchets, économie circulaire. Et là, le 1 et 2 juin, donc on espère que ça pourra bien se tenir, on a une rencontre sur l'alimentation durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective et commerciale, qui est dédiée, bon, on va dire la cible principale, c'est quand même les collectivités, mais à ces réunions de réseau, il y a toujours
des associations, des entreprises qui viennent, et c'est hyper intéressant parce que ça les fait se mettre en réseau avec les collectivités, entre eux. Ça enrichit le dialogue, et même pour vous, ça vous fait vous faire connaître, et ça vous fait aussi prendre de l'info. Là, on aura l'experte ADEME sur le gaspillage alimentaire qui sera là, l'experte nationale, et l'experte aussi sur l'alimentation durable. Donc c'est vraiment c'est des super personnes ressources. Et donc moi, je vous invite, si vous avez un projet dans ce champ-là, à vous inscrire. Il y a le site formation.adem.fr, et c'est en ligne. Et une dernière formation qui me tient à cœur, c'est le compostage. En fait, en 2025, toute entreprise aura l'obligation de trier ses biodéchets, de faire le tri à la source de ses biodéchets. C'est-à-dire que les entreprises devront choisir entre payer une prestation de collecte, donc d'enlèvement de ces biodéchets, donc faire le tri, avoir des bacs spécifiques, faire le tri, qui sont collectés et envoyés au centre de valorisation organique du Robert. Il y a une petite photo là en bas. Ou alors pratiquer du compostage de proximité, soit sur son site, soit en se groupant avec éventuellement d'autres établissements. Faire du compostage partagé, par exemple. Et donc, on va vraiment avoir besoin de compétences sur ce volet-là, et on y travaille depuis quelques années. En 2017, on a formé des formateurs locaux qui permettent ensuite de former sur le compostage. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant, selon un référentiel ADEME, un référentiel partagé par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. Et là, cette année, l'an dernier, on a organisé une formation de maître composteur. On a 8 actuellement qui ont eu leur diplôme de maître composteur. Et en fait, ces 8 personnes, c'est des personnes qui peuvent accompagner des projets, donc des projets professionnels, par exemple. Voilà, je suis une entreprise, je vais avoir des biodéchets parce que je suis dans l'agroalimentaire. Je préférerais faire du compostage de proximité que de la collecte. Vous pouvez faire appel à un maître composteur qui va venir étudier un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir le mettre, quelle taille il faut faire, quelle organisation il faut faire, comment motiver les salariés. Voilà. Ouais. Attendez, j'arrive. N'ayez pas peur. Par contre, juste une chose. Au niveau du compostage, est-ce qu'aujourd'hui, on a refait le point sur la valorisation même des composteurs? Parce que, je m'explique, à l'époque, il y a peut-être 4 ou 5 ans, le Cap-Nord avait véritablement fait un travail autour du compostage, et nous avions défini en assemblée que le plastique n'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour le compostage. Malheureusement, après, on a constaté que les composteurs étaient en plastique, alors que l'Assemblée avait choisi de travailler avec les palettes, les choses comme ça, qui sont biodégradables et qui permettaient de restructurer les sols, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va tendre vers ça, ou on va rester encore sur du plastique? Ben là, ça, c'est un choix qui est entre les mains de chaque porteur de projet qui veut développer du compostage. Je pense que le choix du plastique qui s'est fait sur Cap-Nord, c'était déjà un coût. Imaginez que, je crois qu'un composteur en plastique, ici, en Martinique, ça vaut 80 €. Et les devis qu'ils avaient eus sur du bois, c'était, je crois, 200 €, quelque chose comme ça, l'unité, sachant qu'il est donné derrière. Alors que dans l'Hexagone, moi j'ai en tête, dans l'Hexagone, il y a plein de collectivités qui distribuent des composteurs en bois, mais parce qu'elles ont des coûts 30 € par exemple, le composteur. Enfin, c'est pas du tout la même échelle. Ensuite, il y a le côté dégradation. Donc soit on assume, c'est vrai que mon composteur il se dégrade et je vais le remplacer tous les X années parce qu'il se dégrade, mais bon, ça fait de la matière organique, c'est pas vraiment gênant. Ensuite, il faut que la palette, ça ne soit pas une palette traitée. Ou alors, j'ai mon composteur en plastique, mais il va rester, il dure. Enfin, le mien, je ne sais plus, ça fait 6 ans que je l'ai, il ne bouge pas. Donc voilà, c'est aussi un choix en fait. C'est un choix, donc c'est un choix et c'est un coût. C'est un coût, voilà. Nous avons encore l'abattage des arbres qui se font. Il y a les restes qui souvent restent en pleine forêt, qui pourraient être utilisés. Donc, avec l'insertion par l'activité économique, déjà entamer une expérience
autour de la réalisation de ces composteurs en bois et voir avec l'ONF, parce que souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir et on ne connaît pas. Donc peut-être que si il y avait quelqu'un de facilitateur pour mettre en lien, on pourrait réfléchir à autre chose. Ensuite, nous, voilà, on accompagne toutes les bonnes volontés. En effet, je sais pas, un chantier d'insertion sur la fabrication de composteurs en bois avec de la récup, oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Ensuite, qu'il y ait une dynamique territoriale, dire on va faire ça, c'est difficile en fait. Quand on n'a pas de porteur de projet en face, on le fait sur certains, je vais vous en parler un peu après, c'est compliqué. Et ben ça revient un peu sur l'autre mission, la troisième mission, c'est mieux connaître le territoire, développer de la connaissance sur le territoire et vous en faire bénéficier. Donc l'ADEME soutient la recherche et le développement, mais aussi des études territoriales réalisées par des communautés d'agglomération, par la CTM, et on réalise aussi des études en propre ADEME. Et par exemple, il y a une grosse étude qui s'appelle le Modécom, qui paraît tous les 10 ans et qui regarde qu'est-ce qu'il y a dans notre poubelle d'ordures ménagères, dans la poubelle des entreprises. On ne le fait pas tous les 3 ans, cette étude, parce que concrètement, il faut suivre les camions poubelles, aller collecter les bacs, les ouvrir, regarder, trier catégorie par catégorie, peser, et faire ça sur un échantillon significatif. Et c'est ça qui nous dit, par exemple, en Martinique, on a une poubelle avec 1/4 de biodéchets. Alors ça, c'était les chiffres de 2012. On espère que ça a évolué. On va le refaire l'an prochain, le Modécom. On espère qu'en 10 ans, ça a évolué. C'est ça qui nous dit aussi, par exemple, il y a 6 kilos de textiles dans la poubelle par habitant. Donc c'est là où la CIS se dit, là j'ai clairement un gisement à capter. Voilà. Ça, c'est des grosses études hyper intéressantes pour vous, porteurs de projets. On a soutenu une étude d'implantation d'une ressourcerie dans le Nord, auprès de Cap-Nord. Là, c'est la collectivité qui se dit, un peu comme vous le disiez, nous, on veut qu'il y ait une ressourcerie sur notre territoire. Pour l'instant, je n'ai pas de porteur de projet. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'étude de faisabilité. J'essaye d'embarquer avec moi dans mon comité de pilotage les personnes intéressées, on va dire, sur le territoire, en les amenant à devenir porteurs de projet. Et c'est ce qui s'est passé. La CIS, ensuite, elle n'a pas fait une étude de faisabilité pour implanter une ressourcerie à Casse-Pilote. Elle a juste pris l'étude de Cap-Nord, elle a regardé, elle a dit « Ok, il y a un gisement, il y a un potentiel, je le fais ». Voilà, et on a un autre porteur de projet qui l'a fait aussi sur la zone du Robert. Je ne sais pas où ça en est actuellement. Il devait ouvrir récemment, mais avec le Covid, ça a peut-être bouleversé un peu ses plans. On a la stratégie, on a des soutiens aussi à des grandes stratégies, comme la stratégie économie circulaire de la CTM, qui va démarrer en embarquant le plus de partenaires possible pour définir pour la collectivité ces grandes orientations en matière de politique économie circulaire. Sur le gisement, alors c'est très des 3 œufs et ameublement. Voilà. Mais ensuite, on pourra en discuter, je pourrais vous donner le contact. Et enfin, les études ADEME, l'étude la plus récente qu'on a publiée, c'est une étude sur le développement de la consigne pour réemploi. Donc, pour le réemploi du verre. Donc, prendre des bouteilles, collecter des bouteilles en verre, les bouteilles de bière par exemple, comme ça se faisait par le passé, les laver et les remettre dans le circuit. Parce qu'on entend beaucoup parler de consigne en ce moment. Il y a la consigne pour recyclage, il y a la consigne pour réemploi. Donc là, on est vraiment sur le réemploi. Et donc, cette étude, elle est disponible sur notre site internet. Vous pouvez tous aller y jeter un œil. Ensuite, elle est très technique. Il y a l'étude de plusieurs scénarios. Est-ce que ça serait plus optimal d'avoir un lavage mutualisé des emballages collectés, ou est-ce que chaque artisan, grosse industrie, peut avoir sa laveuse? C'est des questions comme ça, techniques et économiques. Mais on a aussi des données d'enquête population. Donc on a eu un panel de 300 enquêtés où on a posé des questions sur l'acceptabilité de la consigne. Et par exemple, si les produits locaux étaient dans des emballages en verre consignés pour emploi, cela vous inciterait-il à acheter ces produits locaux? Oui, certainement 23%, oui, probablement 59%. Donc là, clairement, il y a un intérêt de la population pour acheter des contenants consignés.
Et on a fait une petite infographie où voilà, ça explique qu'est-ce que c'est la consigne, où est-ce qu'on trouve des produits consignés en Martinique, parce qu'on a quand même une petite dizaine d'artisans qui font de la consigne en Martinique, ça existe. On a aussi Bière Lorraine qui fait sur les cafés, hôtels, restaurants. Et là, la suite, maintenant, c'est d'arriver à ce que les acteurs du territoire s'emparent de cette étude et montent des projets quoi, avec les données, d'aller creuser un petit peu plus loin, notamment avec l'industrie et la grande distribution. Donc, on va parler des sous bientôt. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ces données-là, sur ces infos-là. Non, par les budgets. Donc, on n'est pas seul pour accompagner les acteurs de la transition. On attribue principalement des subventions en commun avec nos partenaires, donc des partenaires qui sont regroupés dans le programme territorial de maîtrise de l'énergie, le PTME, donc avec le SMEM, EDF et la collectivité territoriale. Et donc, on a à peu près, voilà, on a attribué 2,7 millions d'aides en 2019, et dont la moitié à peu près à des entreprises. Et donc, sur des thématiques, toutes les thématiques dont on a parlé avant, efficacité énergétique, bâtiments HQE, les énergies renouvelables, le solaire thermique, aussi des projets de territoire, des plans mobilité, par exemple, de collectivités. Et on a le pendant sur les déchets, le programme territorial de maîtrise des déchets, avec notre partenaire, la CTM, où là aussi, on a attribué 2,9 millions d'aides en 2019 sur 40 projets, principalement à 70% des collectivités, mais c'est parce que les collectivités, ça comprend le syndicat de traitement de déchets, c'est des grosses aides, c'est des grosses subventions, par exemple pour une déchetterie, l'ouverture d'une déchetterie, je crois qu'il y avait des déchetteries cette année-là, pour l'optimisation de l'incinérateur de Fort-de-France, donc c'est des gros projets qui consomment beaucoup de fonds, mais il y a quand même disponible pour les plus petits porteurs de projets, sur des actions qui permettent de réduire la quantité de déchets, d'incorporer de la matière première recyclée dans des process, la mise en place donc, de systèmes de consigne, développer des filières locales de valorisation, de recyclage, la gestion des biodéchets, la méthode, le compostage, tout ce dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, vous me posiez la question tout à l'heure sur les taux, et c'est variable selon les projets. On a des plafonds, par exemple, sur les aides à la décision, c'est tout ce qui est études de faisabilité. On aide jusqu'à 70% des frais externes, on va dire. Si vous payez un cabinet d'études, on peut vous subventionner à hauteur de 70% de sa prestation. Et ensuite, sur les investissements, en fait, ça dépend vraiment, vraiment des projets. C'est du cas par cas. Et en général, on regarde les plafonds de cumul d'aides publiques. Et vous devez respecter les cumuls d'aides publiques, il faut faire attention à ça. Et donc, on s'ajuste avec la CTM, on ajuste aussi notre aide avec la CTM. Il y a sur des gros projets, il y a une part ADEME, une part CTM, mais qui est votée ensemble. On va être guichet unique, c'est-à-dire que vous nous déposez un dossier, mais dans votre plan de financement, vous pouvez avoir aide ADEME, aide CTM, et c'est nous qui allons instruire en commun avec nos homologues de la CTM votre dossier. Donc voilà, sur les opérations d'investissement, c'est un peu au cas par cas en fonction de la thématique. Et sur la com, l'animation, la formation, en général, c'est jusqu'à 70%. Communication, formation, c'est 50%. Et animation, faire des animations, c'est 70% d'aide. Voilà. Donc là, c'est vraiment, faut contacter l'ingénieur. Et un petit zoom sur le plan de relance, vous dire qu'actuellement, l'ADEME a doublé ses aides sur l'économie circulaire, son budget. Et donc, on est vraiment, c'est vraiment le bon moment. Si vous êtes porteur de projet dans l'économie circulaire, c'est vraiment le bon moment pour y aller, parce que même si le contexte, ça je vous l'accorde, est difficile, mais l'objectif, c'est la relance économique. Donc pour les entreprises, sur différentes thématiques, il y a vraiment des fonds qui ont été mis de manière supplémentaire, et donc notamment sur les biodéchets, on en parlait tout à l'heure, sur le réemploi, les ressourceries, etc. C'est aussi une des priorités. Voilà, biodéchets et ressourceries, c'est clairement des priorités de l'ADEME et plus largement du gouvernement sur les aides. Et ensuite, en complément, donc je vous ai montré les taux maximum pour l'ADEME, vous pouvez avoir d'autres aides.
Moi, le conseil que je vous apporte, c'est de ne pas trop morceler votre plan de financement. C'est de ne pas se dire « Ah, je vais lui demander un petit peu à lui, un petit peu à lui, un petit peu à lui, un petit peu à lui », parce que ça va vite devenir ingérable pour vous. Déjà, ça fait plein de demandes d'aide. Ensuite, il faut les suivre. Et même pour nous, derrière, c'est souvent compliqué parce que le porteur de projet arrive avec un plan d'investissement avec 6 financeurs différents. On lui dit « Ok, on t'attribue 20% d'aide, par exemple. » Et il revient nous voir 6 mois plus tard. « Ah, en fait, tel organisme ne me suit pas. Est-ce que vous pouvez augmenter ?» Ben non, ça a déjà été voté, c'est compliqué. Donc, visez plutôt 2, 3 financeurs max, c'est mon conseil. Et sur les projets d'économie sociale et solidaire, j'entendais parler palettes, ressourceries, ce genre de choses. Vous avez des modèles économiques spécifiques liés à ces projets. Faut aller... pas hésiter à aller voir tout ce qui est DIECT, notamment, viser les contrats de ville selon la localisation du projet. Mais il peut y avoir des complémentarités. Sur l'ESS, c'est que nous, on finance par exemple les investissements, alors que les autres organismes vont apporter des aides à l'emploi, des aides sur les postes. Mais nous, on ne va pas financer du fonctionnement, par exemple. Donc il y a cette complémentarité-là. Et sur les projets d'envergure, on va dire supérieurs à 200 000 €, pas hésiter à aller, pareil, déposer des dossiers. Alors ça prend plus de temps, c'est clair. Mais au FEDER, au FEADER, là aussi, il y a des enveloppes dédiées. Et l'avis ADEME-CTM, j'aurais même dû mettre, mais l'avis des programmes que je vous ai présenté tout à l'heure est versé au dossier FEDER. Et nous, dans nos comités, il y a aussi un représentant du FEDER qui vient. Donc du coup, il y a un dialogue qui se fait. Et souvent, on va dire que l'aide ADEME-CTM, c'est un premier pas, c'est un signal positif envoyé au FEDER pour dire, nous, on croit en ce projet, on met tant d'aide, et derrière, le FEDER se positionne. Et sur la maîtrise de l'énergie, on a aussi le cadre de compensation EDF qui peut être sollicité. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a selon votre localisation, il y a les communautés d'agglomération, il y a l'État, la DEAL qui apporte chaque année des petites aides aux associations. Mais là, c'est plutôt des petits budgets. Si vous avez une action de com, d'animation, la DEAL qui peut être sollicitée. Et voilà, attention au cumul d'aides publiques. Il y a des cumuls d'aides publiques. Si c'est un projet, on va dire, économique, en général, vous êtes limité, ça dépend, à entre 50 et 70% de cumul d'aide publique si vous êtes selon la taille de votre entreprise. Et ne pas hésiter à solliciter les fonds privés, les fondations et les éco-organismes quand vous travaillez sur de la valorisation de déchets. Il ne faut pas hésiter à solliciter les éco-organismes. Il y a Entreprise Environnement qui fait la représentation de bon nombre d'éco-organismes ici en Martinique. Parce qu'en fait, c'est des aides privées. Donc, pour arriver à boucler votre autofinancement, c'est bien utile. Voilà, ensuite, pardon, Est-ce que vous avez des questions précises? Oui, j'arrive. Oui. Alors, c'est une question simple, hein. Vous parlez d'aide, mais est-ce que c'est des prêts ou des subventions? Alors, c'est des subventions. Ensuite, il y a une avance qui est versée, qui est en général de 15 à 20% selon... Enfin, ça dépend. Il y a eu des périodes où on ne versait pas d'avance aussi. Ça dépend de la trésorerie de l'ADEME, en fait. Mais là, avec le contexte Covid, on essaye de verser des avances. Et les avances, c'est en priorité pour les associations et les entreprises, moins pour les collectivités. Et ensuite, c'est une aide et c'est un pourcentage de votre projet. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, on vous attribue 50 000 € et si votre projet il coûte moins cher, c'est tout bénef pour vous. Non, c'est un pourcentage. On vous attribue 50% de votre projet. Vous nous remontez vos factures et au solde, on paye 50% de ce qui a été vraiment dépensé. Voilà, c'est une subvention. Donc, mais ensuite, c'est pour ça qu'il est utile de passer par des prêts parce qu'on ne fait qu'une petite avance et en gros, vous allez avoir à avancer tout cet argent, toute cette trésorerie. Et donc, je crois qu'ensuite, dans la semaine, vous allez voir Martinique Active, par exemple. Voilà, il faut de toute façon, si vous n'avez pas les fonds propres, il faut passer par des prêts. Et ensuite, l'attribution d'une aide de l'ADEME, ça jouera en votre faveur dans le dossier. Donc, vous dire qu'actuellement, sur les petites news, on a un appel à projet qui est en cours
Donc il y a toutes les thématiques dont je vous ai parlé précédemment. Vous pouvez venir nous voir sur ces thématiques-là. Et ensuite, on fait aussi des appels à projets pour essayer de communiquer, de toucher du public qui ne nous connaît pas forcément, pour susciter des projets. Et donc là, on a un appel à projet avec la CTM sur Martinique zéro plastique, avec vraiment pour objectif de réduire la consommation et la production de plastique sur notre territoire. Et en fait, tout ça, vous le trouvez, toutes ces aides et ces appels à projets, vous les trouvez sur notre plateforme qui s'appelle agirpourlatransition.adem.fr. Et donc là, vous sélectionnerez, si vous êtes une entreprise, une asso, etc., et vous aurez tout le détail sur les aides et sur les appels à projets en cours. On a un appel à projet aussi, qui est lancé plus par le ministère de l'Agriculture sur le plan national pour l'alimentation, qui concerne les collectivités sur tous leurs projets d'alimentation durable sur leur territoire, mais qui peut aussi concerner des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple. Il y a cet appel à projet-là, où là, l'ADEME est plus en partenaire du ministère de l'Agriculture. Et c'est un appel à projet national. Et enfin, un peu le parcours, on va dire, le parcours, j'espère que ce n'est pas au sens parcours du combattant, mais plus parcours chemin, on va dire. Donc l'idée, c'est qu'on échange par mail, par téléphone, le plus en amont possible sur votre projet. Ensuite, vous constituez votre dépôt d'aide que vous déposez sur la plateforme avec les informations administratives, le budget, la description du projet, si vous avez déjà sollicité des devis, etc. N'hésitez pas à nous mettre le plus possible d'infos. Ensuite, nous, on instruit votre demande et on passe votre dossier en comité. Il y a des comités à peu près tous les 2 mois. Quand c'est vraiment des petites subventions, on peut les soutenir au fil de l'eau. On vous envoie la validation du comité. Ensuite, on vous fait le contrat de financement qu'on vous envoie par la suite. Ça peut prendre, je ne sais pas, entre le dépôt de la demande et le contrat, si on a entre 2 et 3 mois, je dirais. Voilà. Ensuite, si votre dossier n'est pas complet, ça peut prendre aussi 1 an. C'est un peu en fonction de comment on avance sur l'opération. Si on a un avis défavorable parce qu'on juge que ce n'est pas encore assez mature, ça va prendre un peu de temps. Si vous voulez de l'investissement, mais qu'on vous dit qu'il faudrait quand même une petite étude de faisabilité, ça va rallonger de 6 mois à 1 an. Ensuite, le suivi de l'opération, nous on aime bien de temps en temps avoir des petits retours. Si vous avez un événement, ça y est, vous avez reçu les équipements qu'on vous subventionne, on va venir voir. Et enfin, le solde du contrat, vous nous adressez la demande et on paye au prorata des dépenses réalisées. Et ensuite, on essaye de valoriser les projets qu'on a soutenus. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui en vous parlant d'un peu des projets que j'ai suivis récemment. Donc voilà, merci de votre attention. Je peux encore répondre à des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Facebook Live? Alors, moi j'aurais des questions beaucoup plus globales que les questions précises de nos coworkers. D'une manière générale, est-ce que les porteurs de projets martiniquais deviennent de plus en plus écolos ou ça stagne au fil des années depuis que l'ADEME existe? Alors moi je suis là depuis 7 ans, on va dire, donc j'ai pas non plus tout l'historique. Mais là, je trouve qu'actuellement, il y a vraiment un frémissement sur des projets tournés économie circulaire. Donc vraiment des porteurs de projets qui veulent développer un business, une activité économique dans le champ de l'économie circulaire, donc sur l'emploi, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on a aussi, en parallèle, des industriels, des entreprises, on va dire, bien implantées localement, des grands groupes aussi, qui viennent nous voir et qui font de plus en plus d'efforts sur le volet environnemental et que nous, on essaye d'amener sur des sujets en pointe comme la consigne, par exemple. Mais on ne peut pas dire que ça stagne, non, au contraire. Il y a du mieux, c'est de mieux en mieux. Voilà. Tant mieux. Et alors, si j'ai bien compris, le résumé de la présentation, c'est essentiellement d'accompagner les porteurs de projets, mais est-ce que vous en initiez ou pas du tout? Par exemple, pour les politiques, par rapport aux questions de madame, est-ce que vous pouvez faire des propositions en partant des bases du passé et de dire, bon, là, ça serait bien qu'on fasse comme ça pour évoluer?
Alors on est partie prenante des grandes réflexions du territoire. Voilà, je parlais de la stratégie territoriale d'économie circulaire de la CTM. Nous, clairement, on va être présent à toutes les étapes d'élaboration de la stratégie. Il y a eu aussi le plan unique déchets de la Martinique qui a été publié il y a 2 ans, en 2019. Et là aussi, l'ADEME a accompagné la CTM pour élaborer sa politique. Nous, on est plus en rôle de conseil. On n'est pas tellement on est vraiment en rôle d'appui et de conseil. Ensuite, on relaie aussi les grandes politiques nationales, les grandes orientations nationales. Et on essaye d'instiller. Il y avait l'appel à projet zéro plastique dont je parlais. On essaye de souffler à l'oreille un petit peu pour susciter des projets. Alors, il y a d'autres questions? Alors, en fait, j'aimerais savoir si vous suscitez certains projets, surtout sur la Martinique. Ma collègue, elle en a parlé tout à l'heure sur les EHPAD. Pourquoi pas le faire pour les écoles, pour la restauration collective, justement susciter que les enfants puissent manger des produits locaux et pas des produits importés. Puisqu'on est dans une population où on a énormément de gaspillage alimentaire. S'il y a un producteur qui n'a pas suffisamment vendu, pourquoi pas justement proposer aux restaurations des collectivités. Là, c'est clair qu'il y a un gros défi, un gros enjeu. On travaille là-dessus avec la DAF notamment. La DAF plus sur des enjeux, on va dire, santé, et nous sur les enjeux environnementaux, de gaspillage alimentaire, de relocalisation de l'agriculture. Il y a là-dessus, c'est vraiment le sujet rêvé pour les collectivités, que ce soit commune ou à l'échelle territoriale. C'est vraiment le sujet calibré pour eux. On a des collectivités qui s'en emparent. Voilà, la commune du Prêcheur qui fait un programme alimentaire territorial sur son territoire qui dit « sur mon territoire, je veux améliorer cette question d'alimentation durable ». Là, c'est vraiment ensuite dans la sphère politique. On a, là, tout récemment, on a démarré un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires du Lamentin. Donc, il y avait tous les responsables d'établissements scolaires du Lamentin réunis par la mairie pour expliquer la démarche, etc. Et vont aller vers, on l'espère, une amélioration du gaspillage dans leurs cantines. Mais oui, c'est un gros axe de travail. Et les rencontres pour l'alimentation, le 1 et 2 juin, c'est aussi pour susciter des projets dans ce sens-là. Vous avez dit au début que l'ADEME aujourd'hui prône beaucoup la sobriété. Donc, je suis heureuse de l'entendre. C'est un concept que je trouve assez essentiel pour faire face à l'enjeu écologique. Et du coup, concrètement, j'aimerais bien savoir quelles actions vous positionnez, quelles sont les incitations, les messages que vous passez, etc. Parce qu'en fait, on ne l'a pas trop vu au travers des actions que vous nous avez présentées. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le discours de l'ADEME. Jusqu'à maintenant, on était à fond sur l'économie circulaire, mais ensuite, raréfaction des matières premières, la sobriété, elle s'impose. Donc on va dire que pour l'instant, à ce stade, c'est une réflexion sur ce concept, c'est commencer à en parler, à toucher aussi les élus sur cette thématique-là. On a des formations pour les élus, par exemple, sur cette notion de sobriété. Et ensuite, ça va être au cas par cas aussi dans les projets, réfléchir là-dessus avec les porteurs. Je pense qu'on a peut-être un premier document qui a été mis en ligne sur le site de l'ADEME national sur la thématique avec toute une réflexion sur les champs des possibles offerts par la sobriété. Mais à mon niveau, pour l'instant, je suis un petit peu à court, on va dire. Moi, je reviens aux questions plus globales, mais n'hésitez pas si vous avez des questions précises qui peuvent concerner vos projets. Moi, plus globalement, alors tout à l'heure, je vous ai posé une question sur les Martiniquais, mais au niveau des politiques, est-ce qu'il y a également une évolution ou pas? Oui, donc j'en parlais tout à l'heure. Le fait que la CTM prenne un engagement pour faire une stratégie territoriale d'économie circulaire, c'est un acte en soi parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire.
Il n'y a pas toutes les régions dans l'Hexagone qui se sont dotées d'un tel document. Donc là, il y a une vraie appropriation par le politique de cette notion d'économie circulaire. Ensuite, c'est vrai que c'est un concept quand même assez récent, même si avec le développement durable, on en parlait déjà de ces aspects de cycle de vie. Donc il faut aussi laisser le temps aux politiques de s'approprier les concepts et derrière d'aller de l'avant sur ces sujets-là. Mais c'est le cas. Je parlais de la CACEM qui a pris un contrat d'objectifs déchets économie circulaire. Pareil, c'est du volontaire, c'est-à-dire que eux, ils ont une obligation de faire un programme de prévention de déchets. Ils ont l'obligation de mettre en place des actions pour réduire la production de déchets. Mais aller sur le champ de l'économie circulaire, accompagner des entreprises, là, c'était une volonté politique. Et Cap Nord aussi est dans cette démarche-là, et j'espère que ça aboutira cette année. Voilà. Et au niveau des porteurs de projets qui n'ont pas des projets spécifiquement tournés vers l'écologie, mais qui veulent juste faire des économies. Par exemple, on a une entreprise, on veut poser des panneaux solaires, j'imagine, ou de la récupération d'eau de pluie. Est-ce que vous accompagnez sur ça aussi ? Alors, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, c'est pas les bons exemples parce que c'est pas nous qui accompagnons. D'accord. Ça va être plus l'ODE ou alors EDF. Mais enfin, sur l'eau chaude solaire, par exemple, oui. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur les diagnostics. C'est-à-dire que là, on incite les entreprises à aller vers la CCI, vers la CMA et faire avec ces organismes un diagnostic de l'ensemble de leur entreprise, de leur fonctionnement, pour ensuite faire des actions. S'il y a besoin d'investissement, s'il y a des choses vraiment très ambitieuses, on va dire, où il y a besoin d'investissements lourds, des projets pour qui être entièrement autonome, par exemple. Ouais. Si ça va au-delà de la réglementation, si par exemple on est sur quelque chose d'autonomie énergétique, là oui, on va les aider. Si c'est plus se mettre en conformité réglementaire, ben là non, il n'y a pas d'aide disponible, mais c'est vraiment sur les projets les plus ambitieux. Très bien. Est-ce qu'il... Juste une chose. Alors, nous, on est un petit peu en cadre, pour certains d'entre nous, puisqu'on est du milieu associatif. Donc, on n'est ni CCI, ni CCA. Donc, comment on peut venir vers vous, tout en sachant que nous sommes quand même des entités économiques. Et puis, il y a une autre chose, c'est que parfois, nous mutualisons un certain nombre de membres qui peuvent offrir des projets qui ne sont peut-être pas des projets ambitieux, mais qui peuvent être des projets où on décide qu'une exploitation, c'est 0 intrant. Et dans les 0 intrants, c'est véritablement réfléchir, structurer avec l'agriculteur l'eau, structurer avec l'agriculteur aussi son espace où il va, la lumière, etc. C'est-à-dire véritablement s'organiser pour qu'il n'y ait aucun frais extérieur à payer, et même au niveau de ses plans, c'est-à-dire créer ses plans eux-mêmes pour qu'il n'ait pas à en acheter en jardinerie, etc., pour qu'on soit vraiment dans un système vertueux. Alors sur le secteur associatif, c'est vrai, si on n'est pas adhérent de la CCI et la CMA, on ne va pas aller les voir, mais par contre, entreprises et environnement, via l'opération de IT, on peut aller les voir. Écomobile, sur un projet de réemploi-réparation, vous pouvez aller les voir. Sur le secteur agricole, c'est un vœu pieux qu'on ait aussi un relais au sein de la Chambre d'agriculture, parce qu'on a des sujets, on a clairement plein de sujets sur l'agriculture. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça le sera dans le futur. Mais ensuite, sur le secteur associatif, je n'ai pas dit qu'on n'aidait pas les associations. Vous pouvez toujours venir nous voir. On verra comment vous conseiller. Mais c'est clair qu'on n'a pas le même type de relais diagnostic de flux sur une activité associative. Mais ensuite, à ce moment-là, c'est du cas par cas. Nous, on peut apporter une petite aide sur ce diagnostic-là et vous indiquer des bureaux d'études qui peuvent le faire, quoi. Moi, je travaille principalement avec le secteur associatif. C'est ma collègue Julie Barthélémy qui est plus avec les entreprises. Alors, juste une précision, il y a un zoomer qui a envoyé une question. Pourquoi ce changement sur les transitions écologiques? Mais la question n'est pas claire. S'il peut juste repréciser le temps de votre question, que vous lui répondiez. Et si vous sur le nom de l'ADEME, non, voilà. C'est peut-être ça.
Bah justement, si c'est possible d'être plus précis, le zoomer qui a écrit, et on revient à vous juste après cette question. Alors, disons qu'aujourd'hui, je crois que dans la sobriété, c'est aussi à nous apprendre à ne pas avoir la main tendue et être obligatoirement en subvention, et être véritablement dans une aide logistique. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, même si je suis acteur et qu'il nous arrive de demander des subventions, mais c'est véritablement, avant qu'on arrive aux subventions, qu'on ait un accompagnement pour pouvoir nous permettre d'être au plus juste. Parce que tout ce qui est fonds européens, pendant longtemps, ont poussé les gens à la surconsommation. Là où avant, les gens partageaient des tracteurs, là où on partageait, mettait en place des SICA, etc., avec les fonds européens, on a activé l'individualité. Donc aujourd'hui, est-ce que l'ADEME serait prêt à aider des collectifs dans une structuration mutualisée? Mais en fait, c'était tout l'objet de la première partie de ma présentation. Finalement, les subventions, je les faites à la fin. Mais nous, vous avez vu le nombre de dossiers subventionnés par an, c'est pas non plus des centaines de dossiers. Et l'objectif de l'ADEME, c'est aussi de conseiller, de vous apporter de la donnée. Je parlais des différentes études. La mise en réseau, la mutualisation, c'est au cœur de l'écologie industrielle et territoriale. C'est au cœur de l'opération animée par Livia Flavien, c'est-à-dire qu'on a de l'échange de procédés, de l'échange de matières entre entreprises, sans derrière passer par de l'investissement, de la subvention, etc. C'est au cœur même du principe d'écologie industrielle et territoriale. Et les opérations, des opérations groupées, des opérations mutualisées. Alors voilà, j'ai des précisions sur la question. Pourquoi l'ADEME s'est positionnée sur la transition écologique? Est-ce une demande de l'État ou un positionnement de l'agence? Alors, c'était un positionnement de l'agence parce que avant, dans le sigle ADEME, c'était l'énergie qui apparaissait. Alors que maintenant, l'ADEME fait de l'alimentation durable, l'ADEME fait du bâtiment, l'ADEME fait de l'économie circulaire. Donc c'était vraiment mettre en cohérence l'image de marque, entre guillemets, de l'ADEME avec nos missions actuelles. Oui, s'adapter, s'adapter à l'évolution de la société. À l'origine, l'ADEME, on va avoir 30 ans l'année prochaine. À l'origine, on était sur des questions de traitement de déchets et puis de développement d'énergie renouvelable, des questions très techniques. La déchetterie, la création de la déchetterie, c'était l'ADEME. Très bien, d'autres questions? Bon, ça veut dire qu'on était précis, on était complet. Vous avez une conclusion? Non, mais vous remerciez d'être là. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes motivé par le sujet. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec tout ce qu'on fait, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de poursuivre vos projets, que ça vous a donné des idées. Et puis, de toute façon, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous Madame Gully de l'ADEME d'être venue nous présenter tous ces détails sur les projets. Vous l'avez dit, on peut aller sur le site agir pour la transition.adem.fr pour plus de renseignements. L'ADEME l'a précisé également, accessible par mail, par téléphone. Surtout en cette période de crise sanitaire. Merci à vous, chers coworkers, de nous avoir suivis. Merci à vous, chers zoomers, pour les quelques questions sur les réseaux sociaux. Merci à Kaléidoscope d'avoir organisé ce rendez-vous, cette conférence fort intéressante. Donc je rappelle que cette conférence est à voir, puisque tout est enregistré, donc si vous avez d'autres questions, est à voir sur la page Facebook de Kaléidoscope et aussi sur le site internet www.alter.actif.fr pour revoir ce rendez-vous si vous voulez plus de détails. Merci à vous.